l'expert agricole, on éclaire votre champ de décisions brillantes pour des rendements éclatants. Novago, Allô Julie. Allô Laurence. Ça fait spécial de se rencontrer dans le cadre d'un balado. Ben oui, parce que d'habitude, on fait de la route ensemble pour visiter des écuries. Ben oui, exactement. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu plus c'est quoi ton rôle? Ben oui, moi je suis agronome, donc conseillère en nutrition équine pour le réseau des coopératives de Solio Agriculture. Donc, j'accompagne les experts conseils comme toi en production animale Ben oui. pour aller, visiter les écuries, aider les propriétaires à faire des plans alimentaires. Puis, j'aide aussi Solio Agriculture avec l'équipe de formulation et de nutrition pour maintenir la gamme d'aliments à jour. Je crée du matériel de formation. Donc, c'est à peu près ça que je fais pour le réseau. Ah, super. Puis aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est alimenter le cheval à l'exercice. Oui, on est direct dedans. Oui, on est direct dans la période. Donc, Julie, pour commencer, quand on rencontre des propriétaires de chevaux dans les écuries, on leur pose souvent la question « Quel est le niveau d'exercice de votre cheval? » Ça peut être difficile à quantifier pour un propriétaire. Peux-tu nous donner des barèmes? Oui. C'est sûr qu'il y a premièrement le cheval au repos. Ensuite de ça, on se fie dans le fond aux indications du NRC, le National Research Council, qui dans le fond donne Les grandes lignes? les grandes lignes. J'avais guideline en tête. Les grandes lignes, oui, sur la nutrition des chevaux, sur les différents niveaux d'exercice. Donc, un cheval à exercice léger, c'est un cheval qui travaille à peu près de 1 à 3 heures par semaine, surtout du pas, du trot. On peut penser à un cheval de randonnée, de loisir. Ensuite, à l'exercice modéré, c'est un 3 à 5 heures par semaine, mais il va avoir un bon 15% de galop ou de travail, des manœuvres un petit peu plus demandantes. Cheval à exercice intense, un bon 5 heures, mais là, un 30% de travail plus soutenu, comme des manœuvres, par exemple, de reining, saut d'obstacle, tout ça. Puis, le cheval à exercice très intense, ça peut varier beaucoup. Tu sais, c'est de 6 à 12 heures. Ça peut être un 6 heures très, très, très intense, mais ça peut être aussi 12 heures d'un cheval d'école pour débutants, tu sais, qui fait surtout du pas, du trot, mais que c'est vraiment une longue durée. Période. Donc, autant la durée que l'intensité peut faire varier le niveau d'exercice. C'est ça. OK, parfait. Puis, est-ce que les besoins du cheval vont être impactés selon le niveau d'exercice? Oui, absolument. Tous les besoins du cheval sont influencés par le niveau d'exercice. C'est sûr le nombre de calories qu'il a besoin parce que c'est le nombre d'énergie qu'il a besoin pour soutenir l'activité tout en maintenant son poids. Après ça, le nombre de protéines qu'il va avoir besoin. Plus on travaille, plus le cheval a une masse musculaire à construire, à maintenir. Donc, on a besoin de plus de protéines, d'acides aminés. Le cheval a besoin aussi de plus de vitamines, de minéraux. Donc, c'est vraiment l'exercice influence tous les besoins du cheval. OK, super. Puis, si on veut élaborer un programme alimentaire avec un agronome, oui. Est-ce qu'il y a des points particuliers qu'on va valider avec celui-ci? Oui, premièrement, c'est ce qu'on fait quand on va visiter les clients. On va prendre les mesures du cheval, on va parler au propriétaire pour mieux connaître l'animal. On va prendre, ses mesures pour estimer son poids. On va regarder sa masse musculaire. On va parler au propriétaire, au cavalier, pour savoir c'est quoi ses objectifs puis tout. Donc, une fois qu'on a vraiment un bon portrait du cheval, des objectifs, on va prendre une analyse de foin. Donc, tu sais, c'est la base de l'alimentation. T'sais, on veut un foin, pour un cheval qui travaille très fort, on veut un foin qui est digestible, que le cheval va consommer en bonne quantité, qui est nutritif. Oui, parce qu'il n'y a pas tous les foins qui ont la même valeur alimentaire, j'imagine. Absolument. Il y a tellement de grosses variations. Donc, on veut s'assurer de prendre un foin qui est le mieux adapté à son cheval. Puis, ça va nous permettre aussi, des fois, de diminuer la quantité de moulée qu'on a besoin de lui donner parce qu'on a vraiment la grosse partie de nutrition qui vient des fourrages. Fait qu'une fois qu'on a choisi le bon foin, là, à ce moment-là, on va regarder si on a besoin d'un aliment complet pour venir compléter le foin, pour aider à maintenir le poids, soutenir la performance. Puis ça passe beaucoup par de se poser la question, quelle source d'énergie j'ai besoin pour mon cheval? Parce que les chevaux ont 3 sources de calories. Ils ont la fibre, les grains et les sucres, et il y a le gras. Donc, chacune de ces sources d'énergie-là va avoir des avantages, des fois des inconvénients. Chez Solio Agriculture, il y a un outil qui est super intéressant, c'est l'indice énergétique cheval. Okay. Donc, chaque aliment complet a son petit graphique qui explique, cet aliment-là, c'est quoi les sources d'énergie.
Est-ce que c'est la fibre? Est-ce que c'est le gras? Est-ce que c'est les grains? Donc, tu sais, par exemple, les avantages de la fibre, c'est que c'est super naturel pour le cheval d'en manger. On le sait, là, c'est un herbivore. Donc, c'est une digestion qui est constante, qui va pas non plus monter à la tête des chevaux. C'est très naturel. Ça permet aussi de garder une bonne quantité d'eau dans le système digestif, d'avoir une belle quantité de fibres. Les grains, ça peut avoir des avantages aussi parce que quand on a besoin d'une énergie un petit peu plus... un pic. Un petit pic d'énergie, ça peut aider. Après l'entraînement, des fois, pour aider la récupération, d'avoir une petite portion d'amidon, de céréales dans l'alimentation, ça peut être intéressant. C'est pas à proscrire totalement. C'est pas à proscrire totalement. C'est ça. C'est vraiment du cas par cas. Ça peut aider au niveau des réserves de glycogène. Tu sais, le glycogène, c'est comme le gaz que dans les muscles. Ouais. Tu sais, des fois, fait que ça peut aider d'avoir une petite portion d'amidon. Puis finalement, ben, la dernière source d'énergie, c'est le gras, qui est super intéressante parce que c'est très dense en énergie. Ça veut dire que pour la même quantité, mettons, de grains puis de gras, ben, on a vraiment plus de calories dans le gras. Puis à ce moment-là, ben, ça va pas énerver les chevaux non plus, puis ça va pas causer comme de pics d'insuline. Tu sais, pour certains chevaux, c'est à éviter. Avec des problèmes comme métaboliques. Oui, c'est ça. Ces chevaux-là, on veut éviter les grains. Donc là, l'utilisation du gras est super intéressante. Okay. Fait qu'on a choisi le foin. Après ça, on a choisi l'aliment complet selon le type de source d'énergie qu'on voulait. C'est ça. Puis après ça, ben on se dit, OK, est-ce que j'ai besoin d'ajouter des vitamines et minéraux à la ration? Si on sert vraiment la quantité qui est recommandé sur l'étiquette de notre moulée, ben à ce moment-là, on n'a pas besoin d'ajouter des vitamines et minéraux normalement, à moins qu'il y ait des déficiences particulières dans le foin. Mais si on en sert moins que la quantité recommandée sur l'étiquette, là, c'est là que c'est important de venir utiliser un supplément de vitamines et minéraux pour comme compléter le tout. Puis après ça, ben une fois qu'on a fait tout ça, ben on va discuter aussi avec le cavalier de certaines stratégies, tu sais, pour aider la récupération, pour s'assurer du bien-être du cheval, le bien-être digestif puis tout. Fait que c'est ça l'exercice qu'on fait. Ah, ben c'est quand même complet. C'est très complet. C'est quand même complet. On passera au segment Rien que d'une traite. OK. Donc, on va y aller avec des questions en rafale qui sont des questions qui sont posées fréquemment ou particulièrement pour les chevaux qui sont à l'exercice. OK. Donc, pour des gens qui vont en compétition ou qui font des efforts plus soutenus pendant l'été, à quel moment on ajusterait l'alimentation de notre cheval pour être sûr d'être prêt au moment venu? Ça, c'est une bonne question. Souvent, les gens se prennent un petit peu trop tard. Okay. Idéalement, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'au mois de février-mars, quand l'entraînement comme recommande, tu sais, parce que souvent, au mois de décembre, janvier, il fait plus froid, on a un petit repos, on n'est pas encore dans le mood. C'est ça, on n'est pas encore dans le mood. Mais tu sais, au mois de février, souvent, on va recommencer l'entraînement un petit peu plus soutenu, au mois de mars. Donc là, c'est une bonne période pour venir ajuster l'alimentation des chevaux. Ça veut dire que plus donc, par exemple, on peut peut-être passer d'un exercice léger, qu'on a dit tantôt, à un exercice modéré. Donc, on vient des fois modifier un petit peu l'alimentation, augmenter le nombre de calories, parce qu'on veut aussi s'assurer que en début de saison de compétition ou en début de saison de la belle saison de randonnée, par exemple, que notre cheval est un petit peu plus enrobé que pas. Tu sais, on va viser une condition de chair à peu près de 6 sur 9. Une condition de chair, ça varie, mettons, entre 1 qui est squelettique, 9 étant obèse. On va chercher à peu près avoir un 6 sur 9 pour que si le cheval, ben, il travaille un petit peu plus puis il se met à perdre du poids, on va être capable... On se retrouve pas trop loin vers le 1, si on veut. C'est ça, on va être capable de le récupérer rapidement pour comme le garder beau pour la saison au complet. Puis y aurait-il une façon pour un propriétaire de cheval d'évaluer un petit peu la condition de chair de son cheval? Oui, il y a des chartes qui existent. On en a une belle charte justement chez Solio là, pour aider à déterminer la condition de chair. Donc, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est une évaluation qui est visuelle. Donc, on va regarder le cheval, tu sais, en avant, sur le côté, en arrière, pour voir si, tu sais, il est bien. Moi, j'aime ça utiliser le mot harmonieux, là. Tu sais, qu'on voit pas de petits bouts d'os qui sort. Puis après ça, une fois qu'on fait ça, on va vraiment le palper. C'est super important parce que des fois aussi, mettons, on est au mois de février-mars, ben là, on a le poil d'hiver. Fait que si on fait juste regarder, ils ont tout l'air beau. Oui, c'est ça. On voit pas les côtes. C'est ça. Tout est beau, mais des fois, là, c'est là qu'on
qu'on a des surprises une fois que la mue commence. Puis là, souvent, il est comme rendu trop tard dans la saison pour ajuster. Fait que palper, ben on passe notre main, tu sais, sur, mettons, l'encolure du cheval. On regarde, est-ce que, par exemple, il y a une accumulation de gras au niveau de l'encolure. Tu sais, des fois, on a comme un genre de gras dur qui est un crusty neck. Ouais. Ça, des fois, ça peut nous donner un indice qu'il y a peut-être un petit trouble métabolique là à discuter avec son vétérinaire. Okay. Après ça, on va regarder au niveau du garrot, au niveau des côtes, comme tu as mentionné. Les côtes, c'est l'endroit le plus facile à évaluer parce que par-dessus les côtes, il n'y a pas de muscle. Fait que tout ce qu'on va sentir, c'est une petite couche de gras. Fait que ce qu'on veut, comme une condition de chair de, mettons, de 5, c'est que tu vois pas les côtes, mais tu peux les toucher facilement. Okay. Puis une condition de chair de 6, comme on veut, mettons, en début de saison, c'est qu'on va passer la main, mais on va sentir quand même un petit gras, un petit coussin. Une couche de plus. Une petite couche de plus. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'au niveau des hanches, des fesses, ben, tu sais, on veut que ça soit comme bien harmonieux, bien rempli, là. Mm-hmm. Puis pendant la saison de compétition, quand le cheval travaille fort, il fait plus chaud, transpire plus, est-ce que ça peut être intéressant d'ajouter des électrolytes? Puis ça sert à quoi, les électrolytes? Oui, c'est important d'en ajouter. Les électrolytes, en fait, c'est des minéraux. C'est des minéraux qui vont avoir une influence importante sur la contraction musculaire, entre autres, sur l'influx nerveux, sur la balance au niveau de l'hydratation. Donc, les électrolytes les plus importants, c'est le sodium et le chlore qui est du sel. Okay. Donc, on commence déjà par balancer la ration avec suffisamment de sel. Souvent, pour les chevaux d'exercice, il faut en ajouter dans la ration. Souvent, ça ressemble autour d'un 1 à 2 cuillères à soupe, dépendamment de la ration. Des fois, on en apporte suffisamment, mais souvent, plus le cheval travaille, plus il faut en ajouter. Puis, dans d'autres électrolytes, il va y avoir aussi d'autres minéraux comme le potassium, le magnésium, le calcium. Donc, c'est une bonne pratique. Souvent, quand le cheval va transpirer, il va transpirer beaucoup de venir en ajouter, soit dans la moulée, soit dans l'eau. Idéalement, quand on est capable de le faire dans l'eau, puis d'offrir l'électrolyte dans l'eau avec une autre belle chaudière, d'eau pure, d'eau pure, d'eau propre, ça va permettre de venir refaire ces réserves d'électrolytes-là. Okay. Puis ce qui est intéressant aussi, que j'aime ça partager. Un petit fait. Oui, c'est que le cheval a une sueur qui est hypertonique. Ça veut dire qu'il y a plus de minéraux dedans que dans son sang. Ouais. Ce qui fait que quand un cheval va suer beaucoup, contrairement à nous, il peut perdre ses signaux de soif. Hein? Donc, si on ne redonne pas des électrolytes, ça se peut qu'ils se mettent à boire moins, que ça vienne qu'à empirer une déshydratation. Donc, c'est pour ça que les électrolytes sont importants. Et est-ce qu'il y a des moyens pour un propriétaire de cheval de savoir si son cheval est déshydraté? Oui, oui. Est-ce que c'est difficile à quantifier? T'sais, on a souvent des buvettes qui sont automatiques. Rarement, parfois, c'est des chaudières, ça nous permet de quantifier. Mais quand c'est des buvettes, c'est plus difficile. Oui, ça peut devenir un bon défi, là. Donc, le truc que j'aime bien donner, qui est une pratique qui est recommandée, là, c'est de venir pousser sur une gencive. Ça s'appelle le temps de remplissage capillaire. Donc, on lève la babine du cheval, on vient pousser sur la gencive. Fait que normalement, la gencive devrait être rose. Ouais. Elle devrait pas être gommante. Tu sais, quand c'est comme gommant, on voit que ça manque d'eau, que c'est plus blanc. Ça peut être un signe de déshydratation. Mais quand on a une belle gencive rosée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pousser dessus avec notre pouce. Ouais. Donc, quand on pousse, ça va venir comme couper la pore en sang. Fait que quand on pèse, ça devient blanc, la gencive. Fait que là, on enlève notre doigt, puis on vient calculer le nombre de secondes avant que ça redevienne rose. Parfait. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'en dedans de 2 secondes, la gencive soit revenue rose. À ce moment-là, ça veut dire que notre cheval est bien hydraté. Okay. Il y a aussi le test du pli cutané qu'on peut faire. Ouais. Donc, on vient prendre une bonne pincée au niveau de l'encolure, l'épaule, puis on relâche la peau. Donc, une peau qui serait comme bien hydratée reviendrait comme directement en place. Il n'y aurait pas de délai. Il n'y aurait pas de délai. Okay. Par contre, je trouve parfois avec des vieux chevaux, ça prend quand même, on dirait que... Il y a comme un petit délai. Il y a comme un petit délai. Ça peut venir avec l'élasticité de la peau un peu. Okay. Donc, c'est sûr que le temps de remplissage capillaire il est un petit peu plus exact. OK, parfait. Puis là, on a parlé des électrolytes, puis on a parlé un petit peu plus tôt des sources d'énergie chez le cheval. Oui. Une source qui est de plus en plus discutée et on n'entend plus parler, c'est l'huile dans l'alimentation des chevaux. Oui. Il y en a tellement de sortes, c'est dur des fois de se démêler dans
Est-ce que les huiles ont toutes la même valeur? Et puis, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à ajouter de l'huile à l'alimentation? Ouais, c'est un bon point. Je me la fais souvent poser cette question-là. Première chose qu'on doit savoir, c'est que toutes les huiles ont le même nombre de calories, peu importe l'huile. Est-ce équivalent? Oui. Fait que si notre but, c'est juste de faire engraisser un cheval, que ce soit une huile de maïs, de lin, de soya, ils ont tous le même nombre de calories. Parfait. Par contre, il y en a certaines qui ont des avantages. Puis ça va être au niveau des acides gras de type oméga 3. Okay. Donc, il y a au niveau de la quantité puis du type, dans le fond. Fait qu'il y a des huiles qui contiennent plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Donc ça nous permet en fait, je vais aller avec pourquoi c'est intéressant. Oui. C'est intéressant parce qu'il y a certains types d'oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, c'est pour ça qu'on porte notre attention là-dessus. Maintenant, il y a les oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires. C'est les DHA puis les EPA. Mm-hmm. Donc, ce qu'on a besoin de retenir, c'est que il y a des huiles qui en contiennent comme des gratuites, si je peux dire, okay. Qui en contiennent déjà sous cette forme-là. Ouais. C'est le cas des huiles de poisson, par exemple, mais c'est aussi le cas de certaines huiles commerciales où est-ce que les DHA vont avoir été ajoutés dans l'huile. Fait que ça, on peut, quand on regarde sur l'étiquette, on peut le voir si ça a été ajouté. Mais sinon, mettons qu'on les classe un petit peu, il y aurait l'huile de poisson qui en contient naturellement. Sinon, dans les huiles végétales, l'huile de lin, l'huile de caméline, l'huile de soya aussi, c'est des choix intéressants parce qu'ils contiennent plus d'oméga 3. Puis après ça, les autres huiles, comme je disais tantôt, contiennent le même nombre de calories, mais souvent, elles vont contenir un petit peu plus d'oméga 6 que d'oméga 3. OK. Ah, super. Les oméga 6, dans le fond, c'est la réaction plus inflammatoire, tandis que les oméga 3, c'est la réaction anti-inflammatoire que ça va favoriser. OK, super. Et maintenant qu'on parle des sujets de l'heure, comme l'huile, qui est une question qui revient souvent, oui. Un sujet qui est super populaire, on parle souvent de vitamine E. Oui. Et puis, est-ce que c'est important de suivre le niveau de vitamine E chez notre cheval puis d'avoir une idée du niveau sanguin, par exemple? Est-ce que c'est une question qu'on devrait aborder avec notre vétérinaire? Oui, on en apprend, c'est un sujet qui est très discuté, on en apprend un peu tout le temps, mais encore pas assez vite à mon goût. Donc, dans le fond, quand le cheval travaille, ce qui va arriver, c'est qu'il va produire ce qu'on peut appeler, mettons, des déchets, des radicaux libres, qui sont comme des molécules qui vont comme aller voler un ion à une autre molécule. Ouais. Fait qu'on peut se douter que cette réaction-là est inflammatoire ou n'est pas favorable. Oui. Puis quand il y en a trop de radicaux libres, ça peut amener ce qu'on appelle un stress oxydatif. Donc, on a besoin à ce moment-là d'antioxydants pour venir neutraliser un petit peu ces réactions-là. Oui. Fait que la vitamine E, pourquoi on en parle, c'est que c'est un antioxydant qui est important, qui va travailler avec le sélénium pour venir un peu contrôler ça. Oui. Donc, plus le cheval travaille, plus on va avoir besoin d'antioxydants dans son alimentation. Ce qu'il y a de particulier dans les dernières années, c'est qu'on se rend compte que même si la ration a été balancée selon les recommandations, tantôt que je parlais du NRC, du National Research Council, même si on comble ces besoins qui ont été émis sur papier. Ouais. Et même plus que ça, il y a certains chevaux qui vont quand même être déficients en vitamine E. Okay. C'est particulièrement vrai pour des chevaux qui n'ont pas accès à du pâturage à l'année. Ouais. Puis nous, bien sûr, au Québec, on n'a pas accès. Oui, c'est ça, on n'a pas accès à pâturage à l'année. Donc, c'est plus difficile de maintenir les niveaux de vitamine E élevés. Okay. Donc, à ce moment-là, des fois, on a besoin de venir supplémenter les chevaux. Par exemple, on va premièrement bien balancer la ration. Certains chevaux, après ça, on va en prévention mettre encore plus de vitamine E, augmenter le niveau sous forme naturelle, par exemple avec l'Ixéo, pour s'assurer d'en avoir un petit peu plus puis de ne pas tomber en déficience. Là, ouais. OK, super. Puis, il me semble qu'il y avait un autre petit point que je voulais ajouter que j'ai oublié. Pas grave, on serait rendu au segment mythe ou réalité. Oui. Le segment mythe et Puis mythe ou réalité, je vais te poser des questions qui sont fréquemment émises dans le monde des chevaux, puis tu vas nous dire si c'est vrai ou faux, ou mythe ou réalité. Ouais. Offrir de l'eau aux chevaux directement après l'exercice peut causer des coliques.
C'est faux. C'est faux. C'est faux! Ça, je pense, moi, je crois profondément que ça vient du film Black Beauty. Je sais pas si tous les passionnés de chevaux ont écouté ce film-là quand ils étaient petits. Mais Black Beauty, quand il revenait d'une longue et dure retour en calèche pendant une tempête, il s'est fait offrir de l'eau très froide. Et le lendemain, Black Beauty était très malade. Et je pense que depuis ce moment-là, les gens ont peur de donner de l'eau tout de suite après l'exercice. Mais non, on peut en donner absolument après l'exercice, même qu'on veut... Tu sais, on devrait stimuler la consommation d'eau. C'est ça. S'il a son signal de soif, qu'il en a besoin, c'est bon d'en offrir. Ouais. Parfait. Mythe ou réalité? Oui. La luzerne est trop riche, donc elle peut faire fourber les chevaux. Ah, ça, c'est faux. Quand on dit, premièrement, il faut savoir... riche en quoi? Riche en quoi? C'est ça la question. Des fois, les gens, ils ont raison de dire que la luzerne est plus riche. Oui, parce que oui, elle est plus riche, exemple, en protéines, elle est plus riche en calcium, mais souvent, la luzerne va être beaucoup moins riche en sucre que, par exemple, les graminées qu'on a au Québec, les types de graminées qu'on a au Québec. Donc, puis ce qui influence les risques de fourbure, ben, c'est la quantité de sucre soluble à l'éthanol, d'amidon. Donc, oui, la luzerne est riche, mais pas en ces éléments-là. Donc, c'est un mythe. La luzerne c'est un aliment sécuritaire. C'est un aliment sécuritaire. Puis, particulièrement pour les chevaux à l'exercice, tu sais, on l'a dit tantôt, l'exercice, les besoins augmentent en protéines, les besoins augmentent en calcium. Donc, d'avoir une petite portion de luzerne, ça peut être très intéressant. Puis, j'en profite pour dire que le moment où on va servir la luzerne est aussi intéressant. Quand on sert la luzerne, par exemple, soit un petit foin de luzerne ou des cubes de luzerne avant d'aller monter, on se fait un petit... on mouille nos cubes de luzerne, puis on sert ça juste avant la monte. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire un petit buffer au niveau de l'estomac. Un petit tapis protecteur pour éviter que l'acide soit en contact avec les muqueuses, la partie du haut des muqueuses de l'estomac. Donc, ça peut être très avantageux de donner soit un petit repas de foin ou un petit repas de luzerne avant d'aller monter. Ah, super. Mythe ou réalité? Les chevaux n'ont pas de vésicule biliaire pour digérer les gras. C'est vrai! C'est vrai. Oui, en plus, on a parlé d'huile. On a parlé d'huile. Mais donc, c'est vrai, le cheval n'a pas de vésicule biliaire. Par contre, il est très efficace pour digérer le gras, l'huile, parce que il y a des enzymes digestives qui sont capables de le faire au niveau du petit intestin. Okay. La seule chose qui est important de faire, c'est toujours introduire le gras de façon graduelle. Donc, des petites quantités à la fois en augmentant la dose sur un 10 à 15 jours toujours. OK, super. Je pense qu'on a fait le tour de l'alimentation du cheval à l'exercice. Finalement, Julie, si les propriétaires de chevaux ont des questions par rapport au sujet qu'on a abordé ou sur les produits de notre gamme, comment ils peuvent nous rejoindre? Ça serait de contacter leur coopérative directement. Sur le site de leur coopérative locale, il va y avoir toutes les succursales BMR où est-ce qu'ils peuvent avoir accès aux produits. Ils peuvent aussi demander pour avoir les coordonnées de l'expert conseil dans leur région qui fait le secteur équin. Puis, finalement, il y a toujours le site de Solio Agriculture qui est solio.ag. Donc, sur ce site-là, on peut trouver toutes les fiches techniques des produits pour chevaux. Donc, il va y avoir le mode d'emploi, les analyses, les ingrédients. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations à aller chercher là. Merveilleux! Une Merci. Bonne journée! L'expert agricole, on éclaire votre champ de décisions brillantes pour